Moi, personnellement, j'ai eu la chance de ne jamais être agressée physiquement pendant ma carrière. Maintenant, les agressions verbales émanant des élèves comme de leur famille sont le lot quotidien des professeurs, oui. Des intimidations permanentes, des intrusions de parents d'élèves dans les établissements furieux que leur enfant ait eu une punition ou même la mention une croix dans le carnet, par exemple, ça peut dégénérer très rapidement. Les élèves eux-mêmes peuvent être violents entre eux, vis-à-vis des personnels, pas seulement des professeurs d'ailleurs, puisque les chefs d'établissement, les membres de l'administration ont aussi à essuyer des paroles violentes, des actes d'intimidation aussi. Vous avez déjà eu affaire à des parents justement violents, insultants ? Oui, absolument. Moi, j'ai été victime d'insultes sur les réseaux sociaux. Et donc ça a été une affaire assez compliquée parce que évidemment la première chose qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on essaie d'étouffer l'affaire ou du moins de la traiter en interne pour que ça ne bouge pas et que finalement le professeur accepte la situation. On va lui dire, écoutez, oui, vous êtes choqué, c'est horrible, c'est affreux, mais bon, c'est peut-être pas la peine d'en faire trop, c'est pas grave, on est là pour faire de la pédagogie, pas pour sanctionner. Enfin voilà, on commence par des discours comme cela. Et puis si on tombe sur un professeur qui est jeune dans le métier ou qui n'a pas la volonté d'aller plus loin, ça s'arrête là la plupart du temps. Et si on tombe sur quelqu'un qui n'a pas envie de se laisser faire et qui trouve que c'est scandaleux, eh bien à ce moment-là, c'est compliqué parce que le professeur se trouve face à une espèce de long chemin où il faut réclamer souvent des sanctions qui ne viennent pas. Parfois, dans certains établissements, les professeurs sont obligés de se mettre en grève ou de menacer de se mettre en grève pour obtenir ne serait-ce que la convocation d'un conseil de discipline. Et même là, on n'est pas sûr non plus que l'élève soit sanctionné puisque le conseil de discipline est souverain et que c'est à l'issue d'un vote au sein du conseil de discipline qu'on décide de la sanction à donner à l'élève. Ce qui m'a l'air d'être une constante dans tous les établissements que j'ai fréquentés et puis lorsque je discute avec des amis qui travaillent dans d'autres établissements, c'est que le chef d'établissement a intérêt à ce que rien ne sorte de son établissement. Parce que vis-à-vis de la société comme vis-à-vis de sa hiérarchie, il passe pour un bon chef d'établissement, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de gérer les problèmes si aucun problème ne sort. Ce qui fait que, oui, il faut étouffer les affaires ou il faut les traiter en interne. Mais il arrive un moment où quand on traite en interne, en fait, on n'arrive pas à régler les problèmes. Ce qui fait que on laisse les enseignants face à leurs difficultés, face à des situations qui sont parfois complètement ingérables, en leur disant ça va passer ou c'est comme ça, on peut rien faire. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vraiment vrai. Cette chape de plomb qui pèse sur les établissements scolaires. Et c'est pour ça que ce hashtag pas de vague, mais en fait, c'est même pas un hashtag. C'est vraiment ce qui se passe dans la vraie vie. Il faut pas de vague, il faut pas que ça bouge, il faut pas que ça sorte. Et en fait, en réalité, plus un établissement sanctionne ses élèves, les élèves violents, meilleur il est, puisqu'il gère les choses de manière à ce que ça ne se reproduise pas. En fait, moins un établissement sanctionne ses élèves, moins on a de chances de se trouver face à un établissement qui gère les choses correctement. Donc en fait, on a une espèce d'inversion des situations. Vous avez déjà vécu ce type de situation avec votre hiérarchie où on vous a dit... c'est bon, enfin, où vous ne vous êtes pas senti soutenu par votre direction? Ça m'est arrivé lors de cette histoire d'insultes sur les réseaux sociaux. En fait, il a fallu vraiment que je fasse énormément d'efforts pour obtenir que cet élève comparaisse devant le conseil de discipline. Ça a été vraiment difficile. Il a fallu que je m'aide de collègues syndiqués, puisqu'à cette époque, je n'étais pas syndiquée. Donc, la présence du délégué syndical, plus le soutien de tous mes collègues, tout ça, ça a fait qu'on a pu enfin réunir un conseil de discipline. Mais ça n'était pas du tout évident, parce qu'au début, ça n'était pas l'objectif de mon chef d'établissement, qu'il a fait finalement...
on va dire, on a fait pression, quoi. C'est tout simple. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement? Un élève a réussi à trouver un de vos comptes sur les réseaux sociaux? Non, c'était plus compliqué que ça. Je ne sais pas si ça va être très clair. En fait, c'était un parent d'élève avait envoyé un message privé à son fils pour un message qui m'insultait nominativement. Bon, voilà, ça peut arriver, c'est privé, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Et cet élève a fait une capture d'écran de ce message et l'a diffusé sur Twitter, en mettant mon nom aussi. Voilà, le problème, c'est que je m'en suis aperçue 6 mois après l'émission du tweet. Et il se trouve qu'il y a une prescription de 3 mois pour ce genre de choses, donc je n'ai pas pu porter plainte, malheureusement. En revanche, je voulais absolument que l'institution scolaire reconnaisse qu'il y avait eu quelque chose de fautif dans cet acte. Et voilà pourquoi j'ai eu beaucoup de mal à obtenir la reconnaissance de mon institution. Parce que quand même, réunir un conseil de discipline, même si le conseil de discipline ne prononce pas l'exclusion de l'élève, c'est quand même un geste officiel qui reconnaît qu'un acte répréhensible a été commis. Qu'est-ce qu'on vous a répondu à ce moment-là? C'est bon, c'était il y a un moment. Oui, non, pas du tout. En fait, au début, on vous dit, mais ça, c'est pas seulement pour mon affaire, hein, c'est pour toutes les affaires. On vous dit, oui, on vous soutient. Hein, oui, c'est affreux, c'est horrible, voilà. Et puis ça s'arrête là. Et puis après, vous revenez, vous dites, on fait quoi? C'est compliqué, on est au mois d'avril, et au mois d'avril, on ne fait plus de conseil de discipline, parce que ça, c'est vrai. Au mois d'avril, on ne fait plus de conseil de discipline parce que c'est trop tard. J'ai jamais compris pourquoi, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et à partir de ce moment-là, il faut se battre en disant non, c'est scandaleux, ça n'est pas possible. Le fait qui a été commis, on ne peut pas le laisser passer, ne serait-ce que parce que en soi, ce n'est pas possible de laisser passer une chose pareille. Et là, il faut se battre. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez au ministère de l'Éducation nationale, à votre hiérarchie? Parce que certaines mesures ont été annoncées suite à cet incident, à ce braquage à Créteil. Qu'est-ce qu'il faut changer aujourd'hui? Est-ce qu'il faut plus de moyens? Est-ce qu'il faut peut-être juste un changement d'attitude? Je pense qu'il y a plusieurs choses à faire. D'une part, il faut arrêter cette histoire on fait pas de répression, on fait de la pédagogie, tout ça, c'est des grands mots, c'est un peu démagogique en même temps. Quand un élève ne respecte pas les règles, eh bien, il est sanctionné, et puis c'est tout. Enfin, je vois pas où est le problème. Ça, c'est la première chose. Il faut que les sanctions soient appliquées quand elles sont nécessaires. Ensuite, donner plus de moyens, ça c'est toujours un petit peu ce qu'on dit. Enfin, finalement, on est quand même bien obligé de se rendre compte que dans certains établissements, on n'a plus du tout de surveillants. Moi, dans mon établissement, on a à peu près 750 élèves, on a 4 surveillants. C'est un établissement qui est très grand, qui est très vaste, qui est très ouvert sur la ville. On sort, on rentre à peu près comme on veut là-dedans. C'est impossible à surveiller et on a nos 4 pauvres surveillants qui font absolument ce qu'ils peuvent. Ils sont très méritants, mais malgré tout, c'est très difficile de se débrouiller avec si peu de surveillants. Alors évidemment, donner des surveillants aux établissements, ça me paraît être le minimum pour déjà éviter, contenir les faits violents, ou bien pour éviter qu'on en arrive à des situations violentes. Parce qu'une bagarre entre élèves, ça peut vite dégénérer, parce que quand il y a des coins et des recoins dans un établissement, il peut se passer plein de choses, et des choses que les adultes ne voient pas forcément. Et comment expliquer qu'il y ait cette explosion de témoignages, parce que des agressions de professeurs au couteau, etc. Il y en a beaucoup. Bon, c'est vrai que celle-là a été particulièrement impressionnante dans le sens où cette arme, même si elle est factice, choque. Comment expliquer qu'aujourd'hui, il y ait cette succession en masse en fait, de témoignages? Il y a comme un ras-le-bol, il existe depuis longtemps, mais il explose aujourd'hui. En fait, j'ai l'impression que les réseaux sociaux, ça sert un petit peu d'exutoire pour les professeurs. Vous avez beaucoup de professeurs qui communiquent via les réseaux sociaux, via Twitter en particulier. Et si on regarde un petit peu leurs messages, en fait, ils expriment tout ce qu'ils contiennent en permanence.
parce que on dit que l'armée est la grande muette, mais l'éducation nationale aussi finalement. C'est-à-dire que c'est pas naturel pour un professeur d'aller raconter ses histoires, parce que souvent il y a une espèce de culpabilité du professeur. C'est difficile pour un professeur d'aller expliquer que dans sa classe ça se passe pas bien, que les élèves se comportent mal dans sa classe, parce que immédiatement le message qu'on lui renvoie c'est voilà, il faut tenir ses élèves, c'est pas très compliqué, et si ça se passe mal dans votre classe c'est que vous êtes un mauvais professeur. Et cette culpabilité elle est vraiment terrible, parce que finalement par le même principe qu'il faut qu'il n'y ait pas de vague, oser dire que ça se passe pas bien, oser dire que oui un élève a été violent avec moi, oui un élève m'a insulté, ça n'est pas facile.